Axel Développement est une agence web, donc il y a des bureaux à Sherbrooke et à Gatineau. On a près une vingtaine de personnes. En fait, cette année, nos 10 ans d'anniversaire dans notre milieu, c'est quand même honorable. Donc Axel, une agence web, fait qu'on offre toute la gamme de services qui va de la stratégie web, en passant par la création de sites web, de sites de commerce électronique, référencement, optimisation des sites, et on a aussi donc une plateforme que l'on a développée qui s'appelle Ecomobile, qui nous permet de créer des sites mobiles. L'autre avantage de cette plateforme-là, c'est que n'importe qui en fait peut créer son propre site mobile sans avoir à connaître quoi que ce soit au niveau de la programmation. Donc au niveau du sommaire, ce que je vais vous présenter donc pour cette conférence-là va se diviser en 3 parties. La première partie, je vais vous présenter en fait c'est quoi les 5 raisons d'intégrer la mobilité, donc ce qui est mobile, au niveau de ces stratégies marketing. Après, je vais vous présenter c'est quoi les 5 moyens les plus faciles, les plus courants de faire cette intégration-là. Puis on va finir, comme les autres conférences, par une petite série de questions et réponses. Est-ce que c'est mieux derrière au niveau de... Vous m'entendez? Bon. Fait que si on commence par les 5 raisons d'intégrer le mobile dans la stratégie marketing, j'ai commencé par une histoire de pêche. Moi, j'ai pas de beaux vidéos à vous montrer, mais j'ai une histoire... je ne sais pas si vous la trouvez intéressante, mais une histoire à vous raconter. En fait, l'histoire se passe il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était milieu printemps, ouverture de la pêche. Un ami arrive mercredi chez moi, on partait pour un long week-end de pêche. Puis là, à chaque fois que je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, quand je pars à la pêche, je me jette toujours une petite bébelle avant de partir pour l'année. Cette fois-ci, c'était une espèce de beau moulinet qui était dans un beau enveloppement en plastique. Vous savez, le plastique très dur là, qui est soudé. Là. Genre, ça prend des ciseaux de fer-blantier pour ouvrir ça. Là. Et j'avais pas ces ciseaux-là. Fait que j'ai pris un X-Acto. Okay, et que là, j'ai mis la boîte sur la cuisse. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Donc la boîte, elle est restée intacte. Et moi, je me suis retrouvé donc aux urgences avec mon ami. Là, aux urgences, l'infirmier me dit oh, regardez, belle coupure, bien faite, c'est propre. Il n'y a rien de grave. Un médecin vous verra bientôt. Puis on s'entend que dans nos urgences, quand un médecin, un infirmier vous dit que c'est pas grave, vous êtes là pour un bon bout, ok? Puis là, je dis à mon ami, je dis écoute, il faudra peut-être aller sur le site de la CEPAC là, pour annuler notre réservation. Ou du moins essayer de trouver le numéro de téléphone de la réserve phonique où on avait réservé. Et mon ami prend son téléphone intelligent et voici ce qui s'est passé quand il est arrivé sur le site de la CEPAC. Donc un site qui n'est pas optimisé pour un mobile, vraisemblablement. Un site très difficile de lire directement sur le téléphone. Ici, vous voyez en gros, mais imaginez, donc, même si vous pouvez aller sur le site de la CEPAC sur votre smartphone, vous allez voir que c'est très difficile de voir quoi que ce soit sur ce site-là. Donc là, on s'est dit, regarde, on va le mettre à l'horizontale. À l'horizontale, là, c'était pas mieux. Et que là, on a commencé à zoomer dessus. Donc, à essayer de trouver les liens où ça se trouve, le numéro de téléphone. Là, on trouve un menu avec la liste des réserves phoniques. On clique sur le menu avec le bout du doigt. Puis là, le menu n'était pas compatible avec le mobile. Donc, impossible de pouvoir accéder au site en tant que tel. Puis finalement, ça a fini qu'on est allé sur le site des pages jaunes et qu'on a réussi à trouver le numéro de téléphone de la réserve où on devait donc canceller notre week-end de pêche. Et ça, en fait, ça m'amène à parler de la première raison d'aller sur le mobile, c'est qu'au Canada, de plus en plus de gens donc, utilisent des téléphones intelligents pour faire toutes sortes de choses. Puis quand on parle je dirais, du taux d'adoption, en fait, si on regarde, ça c'est des statistiques qui proviennent de Google. Je ne sais pas si c'était les mêmes qui étaient présentés ce matin. Mais en gros, il y a un tiers des Canadiens, donc de l'ensemble de la population canadienne, qui ont un téléphone intelligent. Là-dessus, il y en a 60% qui vont l'utiliser à tous les jours. Puis là, je parle d'une utilisation autre que l'utilisation juste de téléphoner, de parler à des gens. Donc, que ce soit pour aller surfer sur le web, regarder ses courriels, etc. etc. Puis 79% d'entre eux l'emportent en partant de chez eux. C'est-à-dire que, comme disait, je pense à Diane tantôt, Diane Nadeau, le cellulaire devient vraiment, là, c'est aussi important que notre portefeuille, c'est aussi important que tout ce qu'on peut avoir sur nous, on veut toujours l'avoir avec nous. Qu'est-ce qu'ils font les Canadiens en fait avec leur téléphone intelligent? Donc, très grosse majorité d'entre eux vont l'utiliser pour la communication.
Là encore, je ne parle pas de parler au téléphone, je parle vraiment de tout ce qui est regarder ses courriels, de tout ce qui est communiquer avec ses amis sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Rester informé, donc en allant regarder des sites de nouvelles, etc. Et bien entendu, toute la partie amusement, toute la partie loisirs, où là on voit quand même un gros taux, un taux important, 114%, qui l'utilisent pour naviguer sur Internet. La deuxième raison, c'est que les mobilos utilisent donc les téléphones intelligents pour faire des recherches locales. On a un peu abordé le sujet tantôt dans diverses conférences. En gros, 87% des mobilos recherchent des informations locales. C'est-à-dire que les mobilos, donc les gens qui utilisent les téléphones mobiles, vont utiliser leur cellulaire pour savoir c'est quoi qui se passe autour d'eux. Okay, c'est quoi les restaurants qui sont autour d'où je me trouve, les bars, les hôtels, les magasins, etc., etc. Donc ça prend une place très importante au niveau de l'utilisation du smartphone. Puis donc 89% d'entre eux sont passés à l'action après avoir fait une telle recherche locale. Quand je parle d'action, c'est par exemple, je cherche un restaurant, j'ai appelé le restaurant, ou j'ai consulté le site web du restaurant, je me suis déplacé dans le restaurant, voire même j'ai consommé, j'ai fait un achat. Okay, si on prend maintenant un petit scénario pour vous montrer un peu l'importance que prend le mobile au niveau des stratégies marketing, notamment du marketing web. Imaginons que je prends le scénario de rechercher donc un hôtel à proximité de Magog ou d'Orford. Okay, on a des amis français qui viennent de Montpellier. Là. Imaginons qu'il y en a un d'entre eux qui se trouve à côté de Magog, qui ne connaît pas la place. Fait que, première chose qu'il va faire, il va prendre son cellulaire, puis il va aller dans Google, puis il va taper hôtel Magog ou hôtel Orford. Là, ce que je vois donc Google me dit, tiens, regarde, il y a l'hôtel Chéribourg qui apparaît en première position. Je me dis, tiens, il apparaît en première position, ça doit être bon. Et là, il clique sur le bouton ici pour aller voir le site web. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'arrive, là encore, comme sur la CEPAC, j'arrive sur un site qui n'est pas optimisé pour mobile. Puis là, c'est bien embêtant parce que je ne connais pas la place. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres hôtels. Ça ne me tente pas de passer 10 minutes pour essayer de trouver où est-ce que je peux réserver, où est-ce que je peux savoir s'il y a encore de la place disponible. Malgré tout, en fouillant un peu, en zoomant avec mes doigts, etc., j'arrive à trouver où se trouve la réservation. Puis là encore, quand j'arrive là-dessus, la réservation, c'est encore un écran illisible, des champs qui ne sont pas adaptés pour mes gros doigts. Okay, et que mon expérience, elle n'est pas bonne. Okay, il y a de bonnes chances que je me dise, regarde, on va retourner en arrière, je vais aller voir un autre hôtel. Là, je trouve un autre hôtel, l'Estrimont, j'arrive sur le site de l'Estrimont. Là déjà, des gros boutons. Il me présente l'information dans le contexte dans lequel je me trouve, c'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas de connaître l'histoire de l'hôtel, etc., etc. Je veux voir les suites ou les chambres de l'hôtel, je veux savoir s'il y a des promotions, je veux savoir combien ça coûte. Et je veux pouvoir accéder facilement à un outil de réservation ou leur téléphoner rapidement. Puis quand je vais sur l'outil de réservation, comme vous pouvez voir, là aussi, à différence de l'hôtel précédent, ben ici, mon expérience, elle est pas mal meilleure, puisque j'ai des boutons beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, beaucoup moins d'informations, donc je peux passer à l'étape de réservation très facilement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les statistiques nous montrent que 40% des gens qui ont une mauvaise expérience avec au niveau d'un site, au niveau du mobile, ben ils vont aller voir la compétition, ils vont aller voir un site de la compétition. Donc globalement, si on prend ce chiffre-là, si je prends l'expérience que je vous ai expliquée au niveau des hôtels, il y a peut-être 40% de nos amis français qui sont là, qui ne vont pas aller à l'hôtel Chéribourg, mais qui vont peut-être plus aller du côté des streams. La troisième raison vraiment d'utiliser le mobile, c'est que les mobinautes, ils vont utiliser leur téléphone intelligent au moment où ils magasinent. Okay, si on regarde les statistiques, ça c'est des statistiques américaines d'une étude qui a été faite en début d'année, on voit que 25% donc, des mobinautes, quand ils étaient dans un magasin, ils ont regardé, ils ont pris leur cellulaire, puis ils ont recherché en fait des prix ailleurs, dans les magasins autour, par exemple. Là encore, si je reprends un petit scénario, imaginons que je veux m'acheter une tablette, une belle tablette iPad. Belle tablette iPad. Première chose que je vais faire, par exemple, je vais aller au Future Shop qui se trouve sur Boulevard Bourg. J'arrive dans le magasin, je trouve ma tablette, mon iPad, je vois le prix. Là, je me dis, tiens, c'est vrai, il y a un bureau en gros qui est de l'autre côté de la route. C'est quoi, 1 minute, prendre mon auto puis à me rendre là.
Et que là, ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder donc, sur le bureau en haut, sur le site, à savoir combien ils vendent cette tablette-là. Voici ce qui apparaît quand j'arrive sur le site de bureau en haut. Là, je dis, ça part pas bien. Là. Okay. Là, je suis un peu pressé, je suis un peu impulsif, là, je la veux, ma tablette. Là. Et je dis, ok, on va continuer à zoomer. Là, je trouve un bouton là, qui me dit, ok, les produits informatiques sont là. Là, je clique dessus. Là, on me demande mon code postal. Ok. Je me suis dit, bon, ça a été un site optimisé pour le mobile, il aurait pu savoir avec mon téléphone où je me trouvais, puis en déduire une adresse postale approximative. Bref, je continue quand même de mettre mon code postal, et puis là, j'arrive sur une liste de tout ça, c'est tous des petits liens, tout ce que vous voyez là. Donc vers des ordinateurs, les accessoires, etc. Puis là, je trouve pas le mot tablette. Okay. Là, j'abandonne l'affaire, je vais acheter mon produit chez FutureShop. Maintenant, je vais inverser un peu les rôles. Je me trouve chez Bureau en haut, pareil, je recherche toujours ma tablette, je la trouve, je vois le prix. Mon FutureShop il est toujours de l'autre côté de la rue. Je sais que je n'ai pas besoin de me déplacer très loin si le prix est meilleur là-bas. Là, je vais donc sur le site de FutureShop. Là, ce que je vois déjà, pas mal intéressant. J'ai des gros boutons avec des icônes qui m'expliquent à peu près ce que ça peut faire. Quand je clique sur le menu, là, je peux accéder donc à un menu qui est facilement touchable avec mes doigts. Je vais cliquer sur Shop by Department. Là, je vais arriver sur un autre menu où je vois les tablettes. Je clique dessus, j'ai encore donc une liste des différentes tablettes. Je me cherche un iPad, je clique sur iPad et j'arrive donc sur la fiche produit. Et je trouve l'information que j'ai besoin, c'est-à-dire principalement le prix. Okay. Et que là, on voit deux approches complètement différentes au niveau de l'adaptation en fait de la mobilité, l'intégration de la mobilité à la stratégie marketing. C'est que FutureShop, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas simplement pris leur site puis ils ont fait une version mobile. Ils sont assurés de comprendre c'était quoi le contexte d'utilisation principal d'un téléphone mobile avec leur site. Puis ils sont aperçus qu'une des comportements, c'était que les gens étaient dans des magasins, puis que les gens ils voulaient comparer les prix. Fait qu'ils ont fait un site mobile qui est adapté à ce comportement-là, qui me permet de naviguer facilement dans le site, de chercher facilement le produit et de voir principalement le prix. Okay. Quatrième raison, c'est que les mobinautes utilisent les moteurs de recherche sur leur téléphone. Donc Google, Bing, Yahoo. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que 51% d'entre eux vont utiliser à tous les jours leur téléphone cellulaire pour faire des recherches. Okay. Puis les recherches, elles ne se font pas uniquement quand je suis en déplacement, etc. On voit en fait qu'il y a beaucoup de recherches qui se font même le soir, par exemple, quand on regarde la télé. Quand les gens regardent la télé, ils vont souvent utiliser leur mobile pour, par exemple, ils ont vu une publicité d'un produit à la télé, ils disent tiens, je vais aller voir c'est quoi le détail du produit, combien ça coûte, etc. etc. Okay. Aussi, ce qu'ils font quand ils utilisent donc les moteurs de recherche sur les mobiles, principalement, ils vont donc aller rechercher de l'information sur des produits ou des services. Ils vont aller voir aussi des informations, vont chercher des informations sur des restaurants, des pubs, voyages, etc., etc. Donc on voit en fait que aujourd'hui, si vous avez une entreprise qui vendait des produits ou des services, que vous n'avez pas un site mobile, puis vous savez que 50% des gens le font à tous les jours, donc les 50% pardon, des gens qui ont un téléphone mobile le font à tous les jours, puis 89% de ces personnes le font au moins une fois par semaine, il y a de bonnes chances que s'ils tombent sur votre site, puis qu'ils sont en mode mobile, puis votre site n'est pas optimisé, l'expérience qu'ils vont avoir de votre marque, de votre produit, à la base, elle ne sera pas bonne. Okay. Donc, important à retenir ça. Puis la deuxième raison, en fait, d'intégrer la mobilité dans ces stratégies marketing, c'est que le mobile, c'est pas, je dirais, c'est pas, oui, ça a commencé depuis 2 ans, mais c'est une tendance qui est très lourde, c'est une tendance qui continue donc à se maintenir. On prévoit même qu'en 2013, il y aura plus de gens qui vont utiliser le web donc à partir d'un téléphone qu'à partir d'un PC. Okay. Dans le titre de la présentation, il y avait le mot tablette, et je vais parler quand même un peu des tablettes. Ici, c'est un chiffre, donc c'est l'évolution de l'adoption des tablettes aux États-Unis. Ça va de décembre 2010 à décembre 2011. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à Noël, il y a beaucoup d'Américains qui ont eu des tablettes.
Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la tendance, elle est vraiment impressionnante au niveau de l'acquisition des tablettes. Il y a combien de personnes qui ont des tablettes ici? On le voit là. Ok. Vous voyez au Canada, là, les deux chiffres qui ressortent le plus souvent, c'est entre 5 et 10% des Canadiens qui auraient une tablette. Okay. Puis les tablettes, en fait, c'est vraiment un hybride entre le mobile et puis le PC. La tablette, en fait, quand on regarde les statistiques, les gens ont souvent l'utilisé tôt le matin, donc au lever, pour regarder les nouvelles, regarder les courriels, etc. Ça se fait bien en prenant son café, en gardant la tablette dans le creux de sa main. Le soir et principalement le week-end. Puis, ce qu'ils vont faire de ça, la tablette, ils vont principalement l'utiliser pour naviguer sur le web, donc rechercher de l'information, magasiner, ils font beaucoup de magasinage aussi avec les tablettes. Puis ça, Future Shop, ils l'ont bien compris, ils ont même fait une version adaptée de leur site, adaptée donc aux tablettes. Donc c'est une version où on voit, par exemple ici, on ne voit pas très bien sur l'écran, mais ici c'est comme des cases à cocher, et je peux sélectionner 1, 2, 3 produits pour comparer les différentes spécificités de ces produits-là. C'est des carrés assez gros, avec mes doigts, je peux cliquer dessus facilement. Donc c'est un site qui a été parfaitement adapté aux tablettes. Maintenant, les 5 moyens d'intégrer le mobile dans sa stratégie marketing. Premier moyen, puis je dirais le plus important, comme vous avez pu le voir, c'est effectivement d'avoir donc un site optimisé pour le mobile. Puis là, il y a 2 moyens pour en arriver là. Premier moyen, c'est d'avoir donc un site web et un site mobile indépendant. Ici, c'est l'exemple de notre site web d'Axel, sur lequel donc, on a je dirais le site affiché donc, sur un écran parfaitement normal. Puis on voit ici sur la droite, donc avec notre technologie EcoMobile, qu'on a pu faire un site donc, complètement indépendant. Okay, c'est-à-dire, en fait, on a 2 plateformes pour gérer ces contenus-là. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que, 1, c'est très peu dispendieux. De 2, souvent, quand on veut créer un site mobile de base, alors on n'a pas besoin d'avoir le même contenu qu'on retrouve sur son site web. Ce qu'on a besoin d'avoir sur un site mobile, dans notre cas, par exemple, une entreprise de service qui n'a pas pignon sur rue, c'est voici ce qu'on offre, mais voici surtout nos coordonnées. Puis voici un bouton pour nous appeler directement, si vous avez besoin. Okay. On va retrouver des sites, tantôt on a vu un site d'un hôtel qui était un peu différent, où là, en fait, on a adapté le contenu mobile au contexte d'utilisation principal d'un téléphone cellulaire, qui est, je vous le disais, c'est quoi à quoi ressemblent les chambres, y a-t-il des promotions, ça coûte combien, et puis donne-moi un bouton pour que je puisse téléphoner ou que je puisse réserver facilement en ligne. L'autre approche qui, je dirais, qui est de plus en plus tendance en ce moment, c'est le responsive design. Je n'aurai pas le mot français vraiment pour vous l'expliquer, mais globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de développer un site web. Donc de développer un contenu, toute je dirais l'enveloppe du site en tant que tel. Et ce contenu-là va s'adapter en fonction du format du médium qui est utilisé pour accéder au site. Là, c'est notre site d'EcoMobile, donc qui apparaît sur un laptop, je dirais de manière standard. On voit ici que sur une tablette, c'est un peu différent. On voit que les contenus ont été redimensionnés donc pour fitter la largeur de la tablette. Si j'avais mis la tablette à l'horizontale, le contenu se sera adapté aussi. Puis, le même site, donc en fait, c'est la même plateforme, le même contenu, la même programmation, en fait. Le même site sur un mobile, où là, on voit par exemple que tous les menus principaux ici ont été supprimés. Et ce qui est intéressant aussi avec le responsive design, c'est qu'on peut définir, au moment de la création du site, on peut dire c'est quoi l'information la plus pertinente, la plus importante que je dois retrouver sur un téléphone intelligent. Okay. Les gens, quand ils vont arriver, là, c'est quoi les informations minimales qu'ils vont rechercher. Tout le reste, je peux dire que c'est du superflu et je ne le mettrai pas. Pour une tablette, pareil. C'est quoi, là, quand les gens vont arriver sur une tablette, c'est quoi qu'ils vont vouloir faire, puis comment ils vont donc naviguer sur mon site. Donc ça, 2 approches, je dirais différentes. Le petit inconvénient du responsive design, c'est qu'effectivement, ça prend plus de temps au niveau de la création du site. Il faut penser à ce qu'on veut mettre, à ce qu'on veut afficher sur le cellulaire. Il faut penser à ce qu'on va voir sur la tablette. Il faut aussi penser au fait de dire, bon, bah, si j'ai un lien texte qui apparaît, par exemple, sur ma version PC, bah, peut-être que sur la version mobile, le lien texte, je vais le transformer en gros bouton. Okay. Donc c'est le genre de choses qu'il faut penser. Donc ça prend un peu plus de temps à développer, mais ça peut fournir de très beaux résultats. Donc les choses qu'il faut garder en tête au niveau de la création d'un site mobile,
Donc pensez au contexte d'utilisation des internautes. Donc si vous faites votre site mobile, renseignez-vous, regardez comment vos consommateurs vont utiliser ce mobile-là, dans quel contexte ils vont l'utiliser. La visibilité des call to action, ok, c'est pas dans 10 ans qu'on aura des plus petits doigts, on s'entend là. Nos doigts vont rester à la taille qu'ils ont, fait que si on a des call to action, donc par exemple un bouton pour s'inscrire à un formulaire, un bouton pour télécharger un document, quoi que votre objectif soit pour la page désignée, assurez-vous que sur un mobile, ce soit assez gros et que ce soit facile à cliquer dessus. Puis aussi donner la possibilité donc d'afficher le site dans sa version complète, c'est-à-dire en fait souvent on va voir des sites web qui lorsqu'ils sont utilisés avec des tablettes vont afficher la version mobile. Okay. Souvent les gens disent regarde, j'aimerais ça avoir la version complète du site. Donc toujours mettre un petit lien qui permet quand même à la personne de revenir sur la version complète du site. Puis bien entendu, quand vous faites une version mobile de votre site web, sur votre site, il faut rajouter une petite ligne de code qui va juste en fait détecter le navigateur, puis qui va dire ah tiens, c'est un téléphone intelligent, fait que je vais le rediriger vers ma version mobile au lieu de lui afficher le contenu complet de mon site. Donc 3 choses principales à retenir de ce côté. Deuxième moyen, puis ça c'est souvent quelque chose qui est oublié, je dirais, par bien des entreprises, c'est que 35% des gens vont consulter leur courriel sur leur téléphone mobile. Okay. Donc plus d'un tiers des internautes vont consulter leur courriel sur le téléphone mobile. Il y a combien de personnes qui ont consulté depuis ce matin leur courriel sur leur téléphone mobile? Ok. Fait qu'il y en a quand même quasiment la moitié de la salle. Puis ça veut dire que quand je reçois un courriel, ça c'est un courriel que j'ai reçu de KLM, qui me proposait, dans le titre c'était marqué hey, des rabais importants pour les voyages en Europe, tout ça. Puis là j'ouvre le courriel, puis j'arrive là-dessus, des textes très petits, une quantité de texte incroyable, mais call to action, c'est-à-dire c'est un voyage qui m'intéresse, regardez il est là, c'est un tout petit bouton qui est ici, là. Et là ça me tente pas, parce que j'ai 20 autres courriels à regarder là, qui m'attendent. Ça me tente pas. Souvent je vais me dire, on regardera ça plus tard, par exemple ce soir, puis entre-temps il y a 40 autres courriels qui vont rentrer, puis je ne ferai plus attention à ces courriels-là. Puis en plus, imaginons que je prenne quand même le temps, disons que j'ai du temps devant moi. Je clique sur le bouton ici, là il m'amène sur une page qui elle-même n'est pas optimisée pour les mobiles. Okay. Fait que là mon expérience là encore elle n'est pas bonne. Idéalement, ce qu'on fait, ça c'est une infolette qu'on envoie à nos clients une fois par mois. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure déjà d'avoir un texte qui s'affiche bien sur un cellulaire. Il y a des moyens, vous pouvez aller sur notre blog, on a créé un article là-dessus qui explique comment faire une infolettre adaptée pour mobile. Il y a une possibilité vraiment là, de dire sur un cellulaire, tu peux agrandir la fonte de la police de caractère. Dans notre cas, ici, dans notre courriel, un des call to action principaux qu'on voulait, c'était d'amener les gens donc, à aller découvrir notre plateforme Ecomobile de création de sites mobiles. Fait qu'on a mis un gros bouton qui s'affiche parfaitement, qui permet aux gens de savoir où appuyer dessus. Puis même, au niveau des hyperliens, les hyperliens ici sont quand même assez en évidence. Puis vous voyez, au-dessus puis en dessous, j'ai des espaces. Fait que là, avec mon doigt, là, je suis pas obligé comme vraiment de bien cibler ça. Je peux cliquer dessus. Puis quand je clique dessus, j'arrive. Donc dans ce cas-ci, c'était un article de notre blog. Notre blog est compatible, optimisé pour mobile. Donc là, j'ai un contenu qui s'affiche très bien sur mobile et qui me permet de faire une lecture appropriée. Okay. Donc les choses à penser au niveau du courriel, donc à offrir des hyperliens compatibles avec les doigts. Okay. Donc s'assurer que ce soit quand même des hyperliens assez gros, assez larges, avec assez d'espace autour. Si vous utilisez des boutons, assurez-vous que les boutons soient assez gros eux aussi. Optimisez vos landing pages pour les mobiles. N'oubliez pas, plus d'un tiers des gens consultent les courriels sur mobile. Okay. Donc assurez-vous au moins que si vous envoyez une infolette qui est importante, une promotion importante par exemple, ou vous faites un événement, quoi que ce soit, assurez-vous au moins que la page va être optimisée pour les mobiles. Puis bien sûr, pensez à la visibilité de vos call to action. Si vous avez une infolette qui est très longue, sur un cellulaire, là, ça peut être long des fois à arriver à la fin. Okay. Et que votre call to action principal devrait être dans le tout début de votre courriel. On a parlé tantôt donc de la partie des recherches locales.
où en fait on disait que énormément de mobinautes essaient de regarder ce qu'il y a autour d'eux, donc à savoir donc les restaurants, les magasins, etc. Donc la première chose qu'on a vu tantôt dans une présentation de Madame Nadeau, c'est qu'on peut utiliser Google Adresse. Donc Google Adresse, c'est je dirais une sorte de page jaune gratuite en ligne offerte par Google. Puis ça peut être un bon moyen, par exemple, si vous n'avez pas le budget ou si vous n'avez pas le temps de créer tout de suite un site mobile, puis que vous avez pignon sur rue, donc vous êtes un magasin, un restaurant, un hôtel, etc. Donc c'est un des moyens de pouvoir créer une petite fiche rapidement. Comme disait Diane tantôt, on peut mettre son adresse, on peut mettre les produits et services qu'on offre, on peut mettre des photos aussi, on peut mettre une vidéo. Donc on va mettre toutes sortes d'informations qui font en sorte que je vais avoir une présence minimale au niveau de Google. Et en plus, quand j'utilise, par exemple, si quelqu'un cherche, par exemple, notre entreprise développement axial sur Google avec son cellulaire, si Google il trouve que j'ai une fiche axiale dans Google Adresse, il va y prendre les informations, puis il va afficher directement, et tu peux les appeler juste en appuyant sur le bouton. Si j'appuie vraiment sur le bouton là, ça va composer directement le numéro de téléphone. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça prend peut-être 10 minutes à créer, ça coûte pas une scène. C'est un premier pas pour avoir une présence entre guillemets locale sur Google. Donc pensez à Google Adresse. Bing aussi, on parle beaucoup de Google depuis ce matin, je me demande pourquoi. Mais il y a aussi Bing qui commence quand même à grappiller des toutes petites parts de marché. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'utilisent. Si on prend Yahoo et Bing, ça représente un 15% quand même des recherches. Puis Bing offre la même chose que Google Adresse, c'est la Bing Business Portal. Puis c'est pareil, ça prend 10 minutes, c'est gratuit, fait que pourquoi pas le faire, c'est pas 10 minutes qui sont bien investies. Et aussi, pensez à fournir un maximum d'informations utiles aux mobiles. Si vous avez un magasin pignon sur rue, par exemple dans Google Adresse, vous pouvez mettre les heures d'ouverture de votre magasin. Puis si vous avez plusieurs magasins, vous pouvez également créer une fiche pour chacun de vos magasins. Donc essayez de fournir le maximum d'informations qui vont aider les mobinautes quand ils font leurs recherches sur Google, qui vont les aider à choisir votre destination. Quatrième moyen, les codes QR. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un code QR? Ceux qui savent pas? Bon, quand même. Code QR, en gros, en fait, les codes QR, c'est cette espèce de petit qui ressemble à un barcode un peu évolué. Là. En fait, avec un petit logiciel sur le téléphone, je peux scanner comme ce barcode-là, puis ça va automatiquement m'amener sur un site web ou une destination web quelconque. Peut-être que vous avez déjà vu ces affiches-là, messieurs, dans les toilettes des hommes. C'est les affiches de Zoom Media. Okay. Sur les affiches de Zoom Media, souvent, on va avoir un code QR qui se trouve sur l'affiche. Donc, en fait, le code QR va permettre à la personne qui voit les informations, ici on parle d'un tournoi de poker, de pouvoir continuer l'expérience sur le web. C'est sûr que le contexte d'utilisation peut rendre un peu la chose difficile d'aller scanner ça, mais en gros, on retrouve donc des applications de code QR dans plusieurs endroits. Dans beaucoup d'événements aussi, beaucoup de salons, on va avoir des codes QR qui vont permettre aux gens de scanner donc, ce code QR-là, puis d'aller, par exemple, soit télécharger une application pour mobile, où on va retrouver le programme de la conférence. On aurait pu ici, je ne pense pas que ça a été fait, mais faire un code QR qui vous aurait permis de vous amener directement sur le site mobile de la journée. Et on utilise aussi beaucoup les codes QR dans les magazines. Okay. Là, j'ai encore une autre histoire. Je vous rassure, il n'y a pas d'effusion de sang dans celle-là. Je suis parti un week-end en chalet. Je suis parti sur mon ordinateur juste avec mon téléphone cellulaire. Puis là, j'avais un magazine de plongée. Je fais de la plongée sous-marine. Puis justement, j'étais en train de magasiner en fait une prochaine destination. Puis je suis tombé sur cette annonce-là dans le magazine qui avait l'air vraiment très intéressante. Des prix assez attractifs, etc. Je me suis dit, tiens, je vais aller scanner le code QR pour aller voir plus d'informations. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, là encore, sur une page web qui n'était pas adaptée au mobile. Okay. Ça, avec le code QR, ça arrive très souvent. Il y a encore cet été, je pense, il y a une compétition de Monsieur Muscle dans la région. Puis il y avait une affiche à l'entrée d'un restaurant avec un code QR, puis on l'a scanné, puis là, pareil, on est arrivé sur un site qui était aucunement optimisé pour les mobiles.
Puis là, ma première déception, c'est que le site n'est pas optimisé pour le mobile. Et ma deuxième déception, c'est que quand j'ai regardé en fait, la page où je suis arrivé, ben, ça n'a aucun rapport avec les hôtels qui étaient là. La plupart des hôtels, c'était le double du prix qui était affiché ici. Et qu'en fait, mon espérance, en fait, mes attentes n'ont pas été répondues de ce côté-là. Puis ce que j'ai fait, ben, j'ai pas refermé le magazine, mais je suis allé voir d'autres pages. Quand je suis rentré chez nous 2 jours après, j'avais complètement oublié ce site-là. Puis en fait, je ne suis pas devenu client d'eux autres. Tout ça parce que malheureusement, ils n'avaient pas pensé que, quand on scanne un code QR, c'est souvent fait avec un téléphone mobile et qu'on s'attend à avoir une page optimisée pour mobile. Puis en plus, dans ce cas-ci, le contenu n'était pas contextualisé par rapport donc, où se trouvait le code QR. Les codes QR aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que c'est un peu plate comme ça, des petits pitons, des petits carrés noirs et blancs. Mais il y a possibilité de mettre des couleurs dessus, il y a possibilité de mettre sa marque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 1/3 du code QR qu'on peut enlever, puis on peut mettre des choses à la place. Ici, dans le cas de Google, ils ont mis leur logo. Ici, c'est une utilisation de... comment ça s'appelle cette bière? Merci. On a une amatrice ici. Ça, c'était un stand publicitaire très fort pour Guinness. En fait, ils ont vendu ces verres-là. Puis le verre, en tant que tel, quand il n'était pas rempli de Guinness, ben, on ne voyait pas trop ce que c'était. On ne voyait pas trop que c'était un code QR. Puis dès qu'on le remplissait de Guinness, ben, on voyait que c'était un code QR. Puis là, ça nous amenait, en fait, sur une page du produit, où là, on essayait, bien sûr, soit de nous vendre autre chose, ou soit d'essayer, en fait, je pense que dans ce cas-ci, c'était pour faire partie de la communauté Guinness. Donc ici, le whisky Jameson aussi qui utilise une version originale de son code QR. Oui, chef. Donc les choses à penser donc, quand vous faites utiliser des codes QR, donc assurez-vous que la landing page, donc la page où le Mobinote arrive, est optimisée pour le mobile. Assurez-vous de lier le contenu de la landing page avec le contexte du code QR. Donc, ici, je vous rappelle l'histoire de la plongée. Hein. On me parle de 4 hôtels à peu près 500-600 $. Puis j'arrive sur la page, puis c'est des hôtels à 1000-1200. Ajoutez un élément de votre marque dans le code QR. Ça aussi, ça peut attirer l'attention. C'est un moyen aussi de montrer votre originalité. Puis, il y a encore beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est un code QR ou ils ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Okay. Fait qu'à côté du code QR, n'oubliez pas, mettez quand même l'URL de la page où vous voulez les emmener. Il y a même des marques en fait qui vont jusqu'à mettre un petit texte en disant téléchargez telle application sur votre iPhone ou Android pour scanner le code QR. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code QR, il y a deux écoles de pensée. Hein. Il y a ceux qui disent le code QR est comme mort-né. Beaucoup de gens pensent que effectivement c'est quelque chose qui ne va pas vraiment fonctionner. Puis la deuxième école de pensée, c'est de dire, regarde, il y a quand même des cas où ça fonctionne bien à travers le monde, même au Canada. Un code QR, c'est gratuit à faire, à produire. Il faut juste l'imprimer ou l'intégrer dans une pièce marketing. Puis, si on regarde en fait ce qui s'est passé en Asie ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils utilisent ça. Et c'est encore là, c'est encore actif, puis il y a encore beaucoup de marques qui l'utilisent. Donc, le dernier moyen pour intégrer mobile au niveau de stratégies web, c'est d'utiliser la force des réseaux sociaux. Puis là, quand on parle de mobile, puis de réseaux sociaux, vous allez souvent, de plus en plus, entendre l'acronyme SOLOMO. L'acronyme SOLOMO, en fait, donc, c'est pour dire, on sait que, c'est pour rassembler 3 grandes tendances. Le mobile, donc on a vu, c'est une tendance très lourde. Toute la partie locale, donc les recherches locales, le désir de savoir ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que je peux trouver autour de nous. Puis bien sûr, les réseaux sociaux, qui est une tendance très lourde. Fait que tout ça mis ensemble, ça peut faire des campagnes comme ce qu'a fait Nike Plus. Je ne sais pas si vous connaissez Nike Plus. Nike Plus, en fait, c'est ces petits appareils-là que vous mettez dans votre chaussure, vous pouvez mettre aussi dans un bracelet, etc. Puis quand vous courez, ça va enregistrer le nombre de kilomètres que vous faites. Ça va enregistrer aussi par où vous êtes passé. Et ça va enregistrer aussi le nombre de calories que vous perdez. Pour vous dire que je n'ai pas utilisé assez souvent. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'après, avec l'application, vous voyez, par exemple, je peux savoir exactement quel parcours j'ai fait. Donc, je dirais le temps que j'ai eu pour faire ça, le nombre de kilomètres que j'ai fait ça.
Tout ça, je peux le partager sur mes réseaux sociaux. Puis je peux aussi le partager sur une communauté que Nike a créée en ligne. Donc c'est une communauté où je peux découvrir des nouveaux parcours. Ici, c'est le cas de New York, par exemple. Donc je peux voir qu'il y a plein de gens qui ont créé différents parcours au niveau de la ville de New York, donc grâce à Nike+. Puis là, ce que ça me permet de faire ça, en fait, ça me permet de découvrir de nouveaux parcours, de savoir combien les gens ont pris de temps pour faire ce parcours-là. Donc là, il y a un petit côté compétitivité qui rentre aussi. Puis ça me permet de trouver des compagnons de course aussi. Donc là, la force en fait de Nike+, c'est que ça m'est utile aussi. Donc il y a un côté utilité qui est très important. Et outre le fait que je puisse partager ça sur mes réseaux sociaux, bah, je peux très bien à un moment donné dire aussi, bah, je pense que dans 1 heure, je vais aller courir, je vais aller faire tel circuit. Je peux mettre ça sur mes réseaux sociaux, je peux mettre ça sur la communauté de Nike+, puis il y a quelqu'un qui peut rentrer en contact avec moi pour me dire, bah, regarde, moi je suis prêt à aller courir avec toi. Là, vous allez me dire, moi, je ne suis pas Nike, je n'ai pas leur budget, là, je vous comprends. Et il y a quand même d'autres moyens pour arriver à faire ça. Okay, là, je vais vous parler brièvement de Foursquare et de Facebook Places. Est-ce que tout le monde connaît Foursquare? Bah, Foursquare, c'est Google Places, Facebook Places, vous connaissez ça? Le fait que dans Facebook, vous pouvez dire, je me trouve à tel endroit. Ouais. Bon, bah, Foursquare, c'est à peu près la même affaire. Okay, en gros, ce sont 2 applications, 2 sites web qui, en fonction de ma position, peuvent me dire bah, Philippe, regarde tout ce qu'il y a autour de toi. Tu as des restaurants, tu as des bars, tu as ci, tu as ça. Et je peux aussi indiquer que je me trouve à un endroit spécifique. Par exemple, ici, j'étais au bar de Cafuccino. Et j'ai pu dire, donc, j'ai pu faire je vois bien qu'il rigole. Oui, je suis souvent là, je sais. Et donc, je peux dire que je suis au Cafuccino. Parce qu'il était, en fait, le Cafuccino avait créé, ou un utilisateur avait créé quand même une fiche pour l'entreprise sur Google, sur Facebook, pardon, ou sur Foursquare. Donc je peux dire que je suis là. Puis quand je dis que je suis là, je peux partager cette information-là avec mes amis sur mes réseaux sociaux. Okay. Bien entendu, pour arriver à faire ça, il faut que sur Facebook, minimalement, j'ai une fiche d'entreprise sur Facebook, une fiche, donc pas une fan de page, on peut avoir une fiche donc uniquement où on met son adresse, ses heures d'ouverture, un peu comme Google Adresse. Puis Foursquare, c'est pareil. Je peux aller sur Foursquare, c'est gratuit, je peux créer une fiche entreprise dans laquelle je vais mettre les coordonnées de mon entreprise, le numéro de téléphone, mes heures d'ouverture, etc., etc. Côté intéressant du Solomo, c'est qu'on arrive dans le concept de sérendipité. Donc là, Solomo, sérendipité, ça fait beaucoup de termes, mais sérendipité, donc, c'est vraiment un anglicisme. En gros, le concept derrière la sérendipité, c'est de dire que on s'aperçoit maintenant que sur le web, il y a beaucoup de gens qui vont surfer sur le web pour une raison X ou Y, puis qu'à un moment donné, ils vont trouver une information, ils vont trouver quelque chose qui vont faire en sorte qu'ils vont prendre une action qu'ils ne penseraient jamais qu'ils allaient prendre. Okay, dans ce cas-ci, dans le cas donc, j'arrive toujours au niveau du Cafuccino. Donc là, au niveau de ma page Facebook personnelle, il y a ce message-là qui est apparu sur mon mur. Sur le mur aussi du Cafuccino, ce message-là est apparu, qui est que Philippe Koenig est avec un de ses amis au Cafuccino. Okay, puis là, j'ai une de mes amies qui, ce soir-là, ne savait pas quoi faire. Fait que là, comme beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire, ils vont sur Facebook pour regarder ce que font les autres. Puis là, elle a vu que j'étais au Cafuccino, puis c'est donc pas une bonne idée, je vais y aller. Puis là, elle a dit, on arrive. Okay. Et que là, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là, mon amie, donc, n'avait aucune intention d'aller au Cafuccino, elle n'avait même pas pensé à ça. Mais en voyant, en fait, le fait que, via les réseaux sociaux, j'avais partagé l'information que j'étais dans une, on va appeler ça une entreprise, hein, dans un bar, dans un restaurant ou un magasin, etc., ben, ça générait chez elle, en fait, un désir, une action de vouloir donc participer à ça. C'est un peu ça, un peu la force du Solomo, c'est vraiment de pouvoir conjuguer la force du mobile, la force je dirais du côté GPS du mobile, donc de tout ce qui est local, et de pouvoir en fait ajouter un dernier ingrédient qui est donc les réseaux sociaux. Et que ça permet souvent d'attirer, de faire partager sa marque d'une manière, je dirais, très simple, très rapide et peu dispendieuse. Il me reste 2 points. C'est bon. Donc, pensez à créer des espaces sociaux et locaux. Okay, donc, on a parlé de Google Adresse.
Diane tantôt parlait aussi que je peux mettre des revues sur Google AdWords, donc c'est une partie sociale aussi de cet aspect-là. Sur Facebook aussi, sans aller jusqu'à créer une page de fan, vous pouvez créer donc une fiche d'entreprise avec uniquement vos coordonnées. Et bien sûr, intégrer, même si vous avez un petit site mobile, là, intégrer des fonctionnalités sociales sur votre mobile. Partager ce site avec mes amis Facebook ou partager le produit que je suis en train de lire sur mon mobile. Donc leur offrir des fonctionnalités pour qu'ils puissent partager ça avec le réseau. Question? Vous avez des questions? Oui. Le code QR, là, on peut-tu intégrer ça sur nos cartes d'affaires? Oui. Oui. C'est pas, j'en ai déjà vu, mais c'est pas forcément, c'est pas un contexte forcément là, qui est vraiment intéressant. Là, un code QR, c'est vraiment un contexte où on veut que la personne soit dans un élément physique, un lieu physique, on veut l'amener rapidement tout de suite sur le web. Okay. Quand j'ai une carte d'affaires, si vous donnez votre carte d'affaires, je n'ai pas forcément besoin d'aller voir tout de suite qui vous êtes, votre entreprise, etc. Un dépliant que tu laisses dans des commerces. Un dépliant, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Le code QR, c'est quelque chose à essayer. Okay. Comme je vous disais, ça ne coûte pas grand-chose, en fait, ça ne coûte rien à créer. En fait, ce qui pourrait peut-être coûter le plus cher, c'est je dirais la landing page qui doit être optimisée pour mobile. Mais ça vaut la peine d'essayer. Il y a de nombreuses entreprises qui l'ont essayé et qui ont eu des résultats avec ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu mitigé, c'est quelque chose quand même assez bien. Oui? Exemple, parler de ça, mais ça va intégrer ça à notre cellulaire ou à d'autres choses. Que fait-on? OK. Ben, en fait, pour lire un code QR, ce qu'il faut, c'est télécharger une application. Donc, si vous avez un iPhone, donc allez sur l'Apple Store ou allez sur Android Play. Donc, vous allez sur ces boutiques en ligne là, et puis ce que vous faites, vous tapez par exemple QR Code Reader ou QR Code Scanner. Puis là, vous allez avoir toute une liste d'applications gratuites. Vous installez l'application sur votre cellulaire. Puis en fait, ce que ça fait, cette application-là, une fois que vous cliquez dessus, ça fait juste utiliser la fonctionnalité de photo de votre appareil. Donc, il suffit juste après de bien enligner l'objectif sur le code QR. Et puis à ce moment-là, il va reconnaître le code et puis il va décrypter en fait l'adresse URL qui se trouve dedans, puis il va vous amener directement sur le site. Merci beaucoup pour les questions. Merci Philippe de la présentation. Merci.